Mesdames de valeur, je vous espère bien portantes de partout où vous êtes et vous souhaite la bienvenue dans votre magazine qui vous présente les parcours brillants, les histoires formidables de ces femmes qui se sont distinguées dans divers domaines. Et pour aujourd'hui, Un jour une femme vous fait voyager dans l'univers du Salem Omari. Découvrons ensemble ses plus belles expériences et retrouvons-nous juste après. Salem Omari est une femme entrepreneuse. Je suis enseignante. Je suis épouse de Monsieur Taris Isaac Omari. Je suis fondatrice de l'ONG Femmes pour un but. Je suis aussi la promotrice de l'Institut DRE Institute où nous donnons des formations en développement personnel. Troisième d'une famille de 4 enfants. J'ai 2 grandes sœurs et un petit frère. Et voilà. Je suis originaire du Kwilu, précisément de Masimanimba. Masimanimba et puis c'est Kinzenzengo et du village Matsobi. Yeah. Wow. Mon parcours scolaire, si je dois parler de la maternelle en 2e primaire, j'étais au lycée Bolingani à Kitambo. Et ensuite, mon père nous a enlevés de là pour aller à l'Institut Georges Simenon, celui de Kasavubu. C'est là que j'ai fini mon école primaire. Ensuite, je suis allée au lycée Kabambar. J'ai fait 6 ans. J'ai décroché mon diplôme d'État en section biologie-chimie. Donc, yeah. Et voilà. Ensuite, à partir de là, l'université, ça n'avait pas marché avec l'UPC. Je suis allée en Afrique du Sud où j'ai fait la biotechnologie. Donc, j'ai un bachelor degree en biotechnologie de l'université de Val en Afrique du Sud. Après là, je suis rentrée pour commencer ma vie professionnelle. En premier lieu, je voulais faire la médecine et je pense que c'était juste par manque d'options parce qu'ici, en RDC, on n'a pas beaucoup d'options à l'université et je pense que les années qui viennent, ça va beaucoup changer. Quand je suis allée en Afrique du Sud, je voulais bien faire la médecine, mais ça me demandait de reprendre des classes parce que je venais d'un système francophone et notre pays, notre diplôme d'État n'était pas aussi valeureux pour les domaines des sciences. Alors, je n'ai pas voulu reprendre des classes parce que pour moi, c'était déjà un dérangement. Et j'ai choisi l'option qui était à ma disposition, mais qui avait trait avec la science. Donc, j'ai fait la biotechnologie. La biotechnologie, c'est une science qui utilise des procédés pour pouvoir transformer les aliments, les choses que nous avons autour de nous. Et je me suis spécialisée dans le contrôle de qualité. Donc, j'ai travaillé dans des usines où je contrôlais la chaîne de production, le contrôle de qualité de la chaîne de production. À partir des matériels de départ, par exemple, j'ai travaillé dans une usine des épices où ce qu'on nous amenait, on appelle ça raw materials. Donc, ce qui venait, on faisait des tests pour voir si c'était de bonne qualité. On faisait des tests des machines qui étaient en train de procéder, les épices, les mélanges. Et même le produit fini, avant qu'il soit mis dans les emballages, nous prenions toujours des échantillons pour faire des examens et s'assurer que ce qui était mis à la disposition des gens étaient des produits de bonne qualité. Donc, j'ai beaucoup aimé cette profession. Mais malheureusement, quand vous revenez au pays, les réalités sont très compliquées et mon parcours professionnel a pris une autre direction parce que tout de suite, il n'y avait pas d'opportunité pour mon domaine. Mais comme j'avais la passion des enfants et que j'avais mon anglais, ça m'a permis de commencer l'enseignement dans une école de la place. Bien sûr, parce que la science ne m'a jamais quittée. C'est mon premier amour, donc je ne l'ai jamais abandonné. En revenant, j'avais des projets
dans des fabrications, des usines. J'avais un projet et le projet est allé quand même loin, mais jusqu'au moment où il fallait les financements, les décaissements, on a eu des crocs en jambes, mais si les opportunités se représentaient aujourd'hui, je n'hésiterai pas. Alors, mon enfance était teintée d'amour et beaucoup d'affirmation du côté de mes parents. Alors, moi, je suis née curieusement à Vanga. Vanga, c'est une ville au Kwilu, l'ancien Bandundu. Mon père a été muté là comme l'administrateur de l'hôpital de Vanga. Et nous sommes tous nés là. Ensuite, à mes 3 ans, la famille a décidé de revenir à Kinshasa, sans compter que les parents étaient déjà à Kinshasa, c'était juste le travail. Alors, de là, j'ai bénéficié de ma langue, du Kikongo, que je parle aujourd'hui timidement, mais il est quand même là, j'en suis fière. Et c'était vraiment une très bonne enfance. Moi, j'ai eu à gagner plusieurs prix dans mon enfance, hein, des prix des poèmes. Je me rappelle en 2011, j'ai décroché le prix du poème Greenpeace. C'était une compétition sur la voie de forêt et il fallait que les élèves écrivent des poèmes et le mien avait gagné le prix national. Donc, mon enfance était très bien à l'église. J'ai développé le côté artistique. J'ai beaucoup aimé l'encadrement que nous avons eu du côté de mon église où on exploitait nos talents et vraiment ça m'a permis de me découvrir, de découvrir qui j'étais et puis ce que je pouvais posséder. À première vue, je suis timide, mais je ne le suis pas. Je suis une dame calme. On m'a souvent dit que je reflète mon nom, Salem, qui est paix. Mais je suis une femme qui comment on dit, advocate, c'est réclamer ses droits. Et je suis aimable, je suis engagée. Et personne ne manque de défauts, mais voilà. Oh, ma plus grande passion, c'est... aujourd'hui, la passion a évolué. Au départ, c'était passionner des enfants. Et ensuite, ça a pris d'autres couleurs, passionner de la jeune fille. Ensuite, passionnée de la femme. Et aujourd'hui, finalement, je suis passionnée du développement des autres, aider les autres à trouver le meilleur d'eux, à trouver leur chemin, à être utile dans la société. Et surtout, ma passion aujourd'hui se résume dans vivre pour un but. Et je suis passionnée à aider les autres à trouver ce chemin. Alors, en anglais, on dit I stumbled in. Ça veut dire je suis tombée dedans. C'est pas comme si je le voulais. Alors, comme j'ai dit tantôt, en revenant à Kinshasa, je n'avais pas tout de suite d'opportunités dans le domaine de mes études. Alors, mon anglais et la passion des enfants m'a conduit dans l'enseignement. Donc, je suis devenue enseignante. Alors, j'ai évolué dans les classes normales et ensuite, on a découvert mon potentiel que non seulement je travaillais avec tous les enfants, mais je pouvais sortir les meilleurs même des enfants qui avaient des lacunes, des difficultés. Alors, le directeur m'a proposé de rejoindre le département d'appui à l'apprentissage, qu'on appelle Learning Support ou bien Special Education. Donc, dans ce département-là, nous nous attelons sur tous les enfants qui ont des problèmes de comportement, qui ont des troubles d'attention, qui ont parfois de troubles intellectuels, tout genre de problèmes. Alors, ces enfants-là, selon notre philosophie, ils ne peuvent pas être mis à l'écart juste à cause de leur handicap ou de leur lacune. Il faut un encadrement spécial. Donc, j'ai rejoint le département de l'appui à l'apprentissage et j'ai développé beaucoup d'amour pour ce département et les enfants.
Mais il me fallait plus d'outils parce que voilà, tu es profane, tu viens d'un endroit, tu vas à un autre et pour être plus efficace, il fallait un développement professionnel. Chose que j'ai tout de suite pris. Les opportunités qui étaient à ma portée. J'ai fait des études en sciences du comportement parce que ça allait tout droit avec tous les enfants qui étaient à ma charge. Et voilà, j'ai fait mes études et j'ai décroché mon diplôme en sciences du comportement. Donc, je suis enregistrée sur le plan international en tant que thérapeute en sciences du comportement, chose qui était une première pour les thérapeutes basés en RDC. Parce que quand on regarde le palmarès international et qu'on essaie de localiser les thérapeutes dans le monde, en RDC, il n'y avait aucune référence. Alors, dès que j'ai décroché ma licence, j'ai pu être enregistrée et j'ai commencé à travailler à l'école. Mais à part l'école, mon bagage était aussi, je peux dire, admiré en dehors de l'école. Donc, c'est comme ça, par-ci, par-là, j'ai commencé à avoir des thérapeutes et des recommandations des patients. Donc, les gens qui m'entendaient parler, qui savaient ce que je faisais, commençaient à me recommander des gens. Et c'est comme ça qu'on a ouvert la clinique, qui est une clinique privée qui aujourd'hui aide les gens avec toutes sortes de problèmes. Nous avons étendu vraiment notre axe de connaissance et d'expertise dans le travail. Nous ne travaillons pas seuls, nous sommes mentorés. Donc, voilà d'où est venue la partie thérapeute. Oui, hein, je pense que j'ai fini par comprendre que la vie est imprévisible. Hein. Avant, on pensait que la vie est une ligne droite. Mais après, quand vous vivez certains événements, des événements tragiques comme la perte des êtres chers, j'en ai vécu à une année précise. J'ai perdu 2 êtres chers qui en soi définissaient qui j'étais, me donnaient un peu un sens de la vie que je menais. Alors, les 2 pertes, c'était un grand choc émotionnel et aussi un grand choc sur les attentes. Donc, quand vous appuyez sur certaines choses, on s'en rend pas compte hein, que certaines personnes autour de nous nous définissent. Alors, ces 2 pertes m'ont tellement bouleversée et il fallait me redéfinir. Il fallait redéfinir qui j'étais. Est-ce que ma vie avait un sens en dehors de ces 2 personnes? Comment il fallait continuer tout ce que je faisais. C'était vraiment très bouleversant, mais je bénis le Seigneur parce que j'ai eu à mes côtés mon mari qui m'a toujours soutenue, qui a toujours été ce roc solide quand je pleure, quand je suis perdue, quand je ne me retrouve pas. Il sait calmer mes tempêtes et me rassurer de continuer dans la voie que nous avons choisie, celui de servir Dieu et être utile aux autres. Donc, très vite, je ne dirais pas j'ai vécu des épisodes de dépression extrême. J'ai quand même eu des crises, je dois l'avouer, des crises où tu te poses des questions. Et souvent, les questions viennent quand tu rencontres des challenges. Tu veux vraiment évoluer dans un domaine et paf, tu rencontres des obstacles, des choses qui traînent, des choses qui ne marchent pas, des choses qui marchent mais très lentement. Et on se pose beaucoup de questions, on peut avoir des crises comme ça. Mais dans toutes mes crises, je me rappelle que mon mari a toujours été là pour moi, il m'a soutenue. On a eu aussi des soutiens hein, de la famille, des hommes de Dieu, nos encadreurs, nos parrains étaient là pour nous encadrer, nous remettre sur la voie. Et je me rappelle une fois, un de nos parrains nous ont dit, ne donnez pas la gloire au diable sur quelque chose que Dieu a permis. Si Dieu a repris quelque part, parce que Dieu voit tout, hein, mais si Dieu permet qu'il récupère, il ne faut pas donner la gloire au diable. Donc, il ne faut pas dire que c'est des sorciers, blablabla, tout ce qui va avec. Et c'est des paroles comme ça
qui, quand tu es en dépression ou bien tu fais des crises, tu te rappelles, non, c'est Dieu qui a permis. Et s'il a permis, il sait le pourquoi. Peut-être qu'il poursuit un objectif, il poursuit mon caractère ou bien il poursuit quelque chose. Et je dois avouer que ces deux pertes m'ont rendu de plus en plus humble. Hein. Vous savez, parfois, quand vous allez ligne droite dans la vie, vous pouvez enfler d'orgueil, pas vraiment orgueil, mais vous dire que, you did it, ou par exemple que vous fournissez d'efforts, vous êtes à la hauteur. Mais quand vous perdez des choses, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce que nous avons, c'est la grâce. Même s'il y a l'effort humain, mais tout est centré sur la grâce. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui permet. Même cette force physique, intellectuelle que vous pouvez avoir, c'est Dieu qui la donne. Alors, je pense que mon caractère a beaucoup été taillé dans ce sens-là, développé en moi beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension envers les autres. Parce qu'il faut dire, hein, les pertes, nous ne sommes pas les premières personnes, ni les dernières à en vivre. Et quand vous voyez des gens autour de vous vivre les mêmes circonstances que vous avez des mots adéquats pour placer dans leurs circonstances et leur donner des forces. Donc, beaucoup de choses, mais on est plus que vainqueurs. C'est une question très pertinente. Parmi les choses qui m'ont permis de me relever, premièrement, c'est que je pensais à l'héritage. L'héritage, donc parmi les êtres chers que j'ai perdus, il y avait mon père. Donc, je pensais à l'héritage qu'il m'a légué et quelle était la bonne attitude face à cet héritage, comment il fallait bien continuer pour au moins avoir une conscience tranquille, que nous continuions d'honorer la mémoire d'une personne qui a autant sacrifié. Et quand on parle d'héritage, les francophones pensent toujours au bien matériel. Nous, notre papa a été très clair en disant que je vous laisse deux choses. Je vous laisse deux choses comme héritage. Je vous laisse une tête bien faite. Et il s'appuyait sur l'éducation il a investi dans notre éducation. Et je vous laisse une richesse dans le cœur. Et là, il parlait de la foi en Dieu. Parce qu'il se disait toujours que les biens matériels, tant soit peu que je peux laisser, ça peut être ravi, ça peut ou ne pas être ravi, mais vous n'allez pas vivre éternellement avec ces choses-là. Mais avec les deux choses que je vous donne, la tête et le cœur, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez créer votre propre héritage que vous allez aussi léguer à vos enfants. Donc, c'était honorer la mémoire de cette personne qui m'a vraiment aidé à me relever, à me dire quelles sont les choses qu'il attendait que je fasse. Parce que mon père était très clair, il savait ce qu'il attendait de chaque enfant dans le sens où il était prophétique. Il disait des choses sur ce que nous devons devenir. Moi, par exemple, il me disait je serai professeur. Ça, c'est ce que mon père disait. Alors, pour honorer sa mémoire, je me suis décidée d'aller de l'avant, de continuer dans la voie professionnelle et de continuer dans la vie que j'avais, faire des exploits et me dire que je sais que je suis en train de continuer à l'honorer. Et deuxième chose qui m'a aidée à me relever, c'est me dire je peux rien faire de ce que j'ai perdu. Mais je peux avancer avec ce qui me reste. Qu'est-ce qui me reste? J'ai commencé à énumérer les capitales qui me restent. Les capitales en termes émotionnels, de vie humaine. Moi, personnellement, je suis un capital, j'ai un potentiel. Et avec ce qui me reste, qu'est-ce que je peux en faire pour rattraper ou bien combler le vide de ce qui est parti? Et je pense que ce sont ces deux choses qui ne cessent de me motiver encore jusqu'aujourd'hui à aller de l'avant malgré les challenges du quotidien. Je pense qu'il y avait quelque chose déjà au départ qui a maintenant engendré une autre chose dans ces événements tragiques précisément. Donc, lorsque j'étais étudiante, j'avais déjà commencé une ONG dénommée Women of Purpose, Femmes pour un but. C'était vraiment en Afrique du Sud. Alors, le but de cette ONG était de rassembler des jeunes femmes ambitieuses
qui voulaient réussir leur vie professionnelle et aussi tous les autres aspects de leur vie. Et ensemble, nous exécutions des projets. Par exemple, nous avions des activités caritatives que nous faisions. Ça, c'était en Afrique du Sud. Lorsque je suis venue à Kinshasa, c'était aussi un challenge de refaire la chose ici et que ça prenne forme. Donc, on a déjà commencé dans cet angle précisément à Kinshasa. Alors, lorsque j'ai vécu des pertes tragiques, là encore, je me suis sentie dans le devoir d'engendrer une autre chose que j'appelle aujourd'hui l'Institut, la DRE Institute. Donc, au départ, on avait l'ONG, mais ensuite, l'Institut a pris naissance justement dans l'angle d'aider les gens à trouver un sens de la vie en dehors des cas sociaux. Parce que il faut se le dire que la société définit le gros de notre parcours quotidien. Je m'explique. La société nous met dans le cadre de faire des études. Les études en soi, ça vous prend, mine de rien, plus de 10 ans, hein, plus de 10 ans de votre existence. Il y en a même qui va jusqu'à 20 ans. Ça dépend. Et ça vous prend déjà ces années-là, vous êtes dans le cursus scolaire académique. Et ensuite, la société nous donne la direction de la structure maritale, c'est-à-dire se marier, faire des enfants, fonder des foyers. Et la société s'arrête là. Hein. Et voilà, il y a tous ces questionnements où trouver un sens de la vie. Quand on a raté les études, c'est possible. Trouver un sens de la vie quand on n'a pas eu la chance de se marier. Trouver un sens de la vie quand on n'a pas eu la chance d'avoir des enfants. Trouver un sens de la vie quand on n'a pas eu la chance de suivre le cursus normal de la société. Est-ce que la vie a un sens en dehors de ces choses? Alors, c'est dans ce sens-là que nous avons commencé la DRE Institute, former les gens dans le développement personnel, découvrir leur potentiel, découvrir ce qu'ils peuvent offrir, découvrir d'ailleurs même le domaine dans lequel ils peuvent offrir, parce que parfois, c'est ça aussi le problème. Je sais faire X choses, mais je ne sais pas quel est le domaine de mon influence. Alors, prendre le temps de s'asseoir, d'étudier, utiliser les outils de la thérapie pour pouvoir donner aux gens toutes les ressources possibles pour se découvrir. Ça, c'était vraiment un grand accomplissement que nous avons eu à faire après tous nos breakdowns, tous nos moments difficiles que nous avons vécus. La plus grande difficulté, c'est l'acceptation de la profession, surtout dans le contexte africain. Déjà, nous sommes dans une éducation où on encourage les gens à ne pas pleurer, à ne pas exprimer leurs émotions, à encaisser et à accumuler, chose qui est très toxique et nocif, parce que lorsque vous accumulez, le corps, lui, il emmagasine, hein, mais il y aura un moment où vous allez péter les plombs. Et il y a des gens qui, malheureusement, lorsqu'ils pètent les plombs, ça c'est vraiment littéralement, ils vont dans les extrêmes. Troubles de comportement, troubles alimentaires, des maladies qui se manifestent, qu'on ne sait ni tête ni queue. Parfois aussi, il y a la folie hein, qui arrive comme une conséquence. Parfois, on peut avoir de troubles dissociatifs de l'identité. Il y a des gens qui développent la bipolarité. Il y a beaucoup de choses nocives qui sortent du fait que nous emmagasinons. Alors, la difficulté, c'est qu'on vous accepte et qu'on accepte que la santé mentale est aussi réelle que la santé physique. Et maintenant, donner aux gens les outils ou bien la direction. Lorsque vous ressentez X ou Y, vous savez où est-ce que vous pouvez aller. Aujourd'hui, il y a trop de stéréotypes lorsqu'on parle de santé mentale. D'ailleurs, même si je demande quelle est la clinique que vous connaissez qui s'occupe de la santé mentale, les gens vont nous parler de CNPP, Téléma et tout ça. Mais on ne peut pas ignorer le fait que ces institutions-là nous rappellent que les gens qui s'en foutent. Pendant que la santé mentale n'a pas juste à traiter les extrémités de la folie. Alors, donc c'était ça, trouver sa place. Tant soit peu, nous sommes en train de prendre notre place
Et malgré tous les obstacles, les difficultés, nous continuons d'avancer. Boussole de destinée est un livre atypique, c'est-à-dire c'est pas un livre narratif qui donne des définitions, c'est quoi la destinée, non, c'est un livre pédagogique, c'est un matériel didactique que nous utilisons dans notre centre de formation, mais nous avons décidé d'en faire un livre parce qu'il y avait des demandes externes, des gens qui ne pouvaient pas suivre la formation sur place à Kinshasa. Et il y avait des gens qui n'avaient pas la possibilité d'être avec nous dans la formation, mais qui voulaient avoir le contenu de ce que nous offrons. Alors, nous avons mis par écrit ce merveilleux ouvrage. Sans résumé, il a 4 modules, 20 leçons. Le premier module parle de l'identité et de la provenance parce que nous croyons sincèrement que vous ne pouvez pas découvrir votre raison d'être sans être sûr de qui vous êtes. Donc, nous traitons la question « Qui suis-je » dans le premier module. Ensuite, notre deuxième module parle de potentiel, habileté et talent et tout ce qui va avec. Donc, après que vous soyez sûr de qui vous êtes, vous devez être sûr de ce que vous avez. Parfois, on a du mal à dire que je sais, j'ai la capacité à être attentif aux détails. Parfois, on a vraiment du mal à savoir j'ai tel talent, en dehors de talents qui sont visibles. Parce qu'il y a des talents qui sont visibles à l'œil nu et il y a des talents qui sont cachés, qui sont souvent des facultés de l'âme, de facultés psychiques et tout ce qui va avec. Mais c'est des talents. Donc, nous traitons la question « Qu'ai-je en ma possession ?» talent et tout le reste. Et ensuite, lorsque vous êtes très sûr de qui vous êtes, de ce que vous avez, maintenant vous devez savoir pourquoi vous êtes sur Terre. C'est-à-dire, si vous avez ce que vous avez et que vous êtes ce que vous êtes avec l'histoire que vous avez, c'est quoi son but? Et dans ce module-là, nous traitons la question de quel est le poids qui pèse toujours dans votre cœur. Nous utilisons des outils de la thérapie pour aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et découvrir le poids. Parce que chaque être humain a un poids qui pèse dans son cœur. Et prendre le temps de s'asseoir et de découvrir cela, nous le faisons dans notre troisième module. Ensuite, nous disons à nos étudiants, si vous êtes sûr de qui vous êtes, de ce que vous possédez et vous savez maintenant le poids qui pèse dans votre cœur, donc vous savez comment offrir ce que vous possédez, maintenant planifiez-le parce que vous aurez des obstacles, vous aurez des challenges et la plus grande excuse des gens pour avancer, c'est « je n'ai pas de soutien, je n'ai pas des finances ». Alors c'est dans ce module-là que nous expliquons aux gens que la bonne planification va vous permettre de pouvoir emmagasiner les fonds et de commencer petit. Donc, la planification, c'est notre dernier module pour aider les gens maintenant à mapper leur destinée et leur raison d'être. Voilà un peu le résumé de notre merveilleux ouvrage Boussole de destinée. Il y en a plusieurs, hein, mais je dirais en matière de destinée, l'ignorant n'est pas innocent. Ça veut dire que c'est pas parce que vous ignorez votre destinée que vous serez innocenté dans le sens où on ne vous demandera pas de compte. La Bible est très claire que nous aurons des comptes à rendre pour la vie, le souffle de vie et tout ce que nous avons reçu de Dieu. Comment j'aurai de comptes à rendre sur des choses que j'ignore? Ah, c'est là que nous disons, pour votre destinée, même si vous êtes ignorant, vous ne serez pas innocenté. Donc, c'est de votre devoir de découvrir votre destinée et de l'accomplir valablement. C'est vrai, il y a plusieurs auteurs qui parlent de la destinée et personnellement, avant d'écrire, j'ai bénéficié de 2 grands auteurs. Premièrement, du docteur Myles Munroe, qui n'est plus de ce monde, qui lui aussi a parlé de la destinée, mais aussi de Rick Warren. Alors, la particularité de Boussole de destinée, c'est que nous permettons aux gens, après avoir fait toutes ces découvertes sur vous, comme je l'ai détaillé sur le résumé, nous vous permettons d'avoir une phrase de vie et un tableau de visualisation. Donc, nous aidons nos étudiants à essayer de se voir dans le passé, dans le présent et dans le futur et en découler une phrase qui les caractérise. Vous savez, les grands leaders ont toujours eu des phrases qui résumaient un peu leur vie. On va se souvenir de Martin Luther King qui a dit « I have a dream ».
Donc, c'est ce que nous poursuivons dans notre formation. Et dans notre ouvrage, nous aidons nos étudiants à avoir une phrase de vie et un tableau de visualisation en dehors de toutes les découvertes qu'ils ont déjà eu à faire sur eux-mêmes au travers du livre. Bon, je dirais que c'est facultatif, la réponse. Je dirais oui et je dirais aussi non. Je dirais oui parce que je salue la bravoure de toutes ces femmes qui n'ont pas laissé la société les définir. Et même au travers de la Bible, on a des femmes comme ça qui se sont démarquées. On parle de Déborah, on parle d'Esther. Il y a toujours eu des femmes qui ont compris le sens de leur existence et qui ont pris le devant pour apporter leur contribution. Même dans notre société aujourd'hui, il y en a de ces femmes. Et je dis un salut à elles. Et seulement, c'est la jeune génération, les adolescents d'aujourd'hui, en regardant comment notre monde est en train d'évoluer, comment elles peuvent aussi, elles, trouver le repère de la vie et ne pas être vagabond, ne pas passer tout son temps dans les bassesses et les futilités, mais à trouver des repères et de chemins qui peuvent les emmener dans la réalisation, l'accomplissement personnel. Donc voilà, la femme, d'une manière oui et d'une autre non, pour surtout celles qui sont en train de venir. Les perspectives d'avenir, je dirais comme la femme de Proverbe, elle serait de l'avenir. Pas parce que je m'enfle d'orgueil sur ce que je suis, mais c'est en m'appuyant sur qui j'ai cru, celui en qui j'ai cru, donc Dieu. Donc, mon avenir, moi, les perspectives d'avenir sont radieuses dans le sens professionnel. Nous avons des objectifs que nous poursuivons et nous croyons que par l'aide du Seigneur, nous allons atteindre ces objectifs et être en mesure de toucher un plus grand nombre de personnes dans tout ce que nous faisons et aussi, voilà, étendre nos limites, quitter la RDC sur le plan d'impact de tout ce que nous faisons et toucher l'Afrique, le monde. Et voilà, être vraiment utile à notre génération. Chère femme, tu as de la valeur. Chère femme, tu as un but. Chère femme, que les cases sociales ne te définissent pas. Ta valeur ne se trouve pas dans les personnes qui sont autour de toi. Ta valeur se trouve en toi-même. Et la personne qui t'a créé une personne très valeureuse. Peu importe les circonstances, peu importe les situations difficiles. Parfois, dans les situations difficiles, on a tendance à dire « pourquoi moi ?» Mais moi, je te challenge à dire « pourquoi pas toi ?» Parce que parfois, tout ce que nous traversons donne une direction à ce que nous devenons, en termes de caractère, en termes de tout ce que nous pouvons accomplir. Alors, ne demande pas pourquoi toi, mais moi je te demande pourquoi pas toi. Donc saisis les challenges et difficultés de la vie comme étant des opportunités et travaille ce qui te reste. Parfois aussi, tu dois seulement lâcher prise. Parfois, tu as envie de tout contrôler. Non, on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses qui nous dépassent en tant qu'être humain, en tant que femme. Mais il y a des choses que nous pouvons maîtriser. Et sur base de ce que tu peux maîtriser, va de l'avant, accomplis ta destinée, marque ta génération, qu'il y ait des choses autour de toi qui puissent nous rappeler que tu as existé à une certaine époque. En dehors de ta tombe, moi je te challenge, en dehors de ta tombe, qu'il y ait d'autres choses qui nous rappelleront, qui rappelleront les générations futures que tu as existé à une certaine époque. Donc, vis ta vie comme Dieu la veut. Nous avons souvent tendance à se demander pourquoi seulement moi ou pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles. Eh bien, Salem Omar, il a bien dit, des fois ce qui nous arrive nous permet juste de découvrir notre bonne direction. Alors, saisis comme opportunité tout ce qui t'arrive dans la vie afin de découvrir la force qui se trouve en toi. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai dit merci à vous qui nous suivez. Merci également à mon réalisateur Freddy Vouzantoko et restez branchés pour une toute nouvelle histoire. Quant à moi, je vous dis ciao.